Le principal problème de l'Europe et du monde actuellement, ce sont les déficits budgétaires, c'est-à-dire le fait que les recettes sont très très loin de couvrir les dépenses. Tout le monde s'inquiète, les marchés financiers, parce qu'ils n'ont qu'une peur, c'est évidemment que les créanciers ne soient jamais remboursés. Les gouvernements craignent que la notation du pays soit affaiblie et donc que les taux d'intérêt des emprunts augmentent. Cela inquiète un certain nombre d'économistes et donc en fait l'idée est que la plupart des intervenants demandent que très rapidement on fasse baisser ces déficits, qu'on les ramène le plus près possible du critère de Maastricht, c'est-à-dire des 3% du PIB maximum. Pourquoi doit-on faire baisser les déficits? Doit-on les faire baisser rapidement? Doit-on prendre son temps? Quelles seraient les conséquences d'une baisse rapide ou de déficit qui se prolonge? C'est le principal problème actuellement, c'est la discussion que l'on a en Europe, mais que l'on a aussi dans d'autres pays du monde, et c'est celle que nous allons essayer de comprendre. Pour mieux comprendre les enjeux autour de ces déficits, les enjeux économiques, les enjeux politiques, les enjeux sociaux, il faut connaître les doctrines libérales et keynésiennes concernant les déficits. La conception libérale de la politique budgétaire est relativement simple. En effet, pour eux, le budget doit être neutre. Qu'est-ce que ça signifie neutre? Eh bien, ça signifie qu'on ne doit pas utiliser le budget pour faire une quelconque politique conjoncturelle. En effet, pour eux, le budget, c'est tout simplement des recettes qui sont égales aux dépenses. Autrement dit, il n'est pas question de dépenser plus que ce que l'État peut recevoir sous forme d'impôts et de taxes. Donc, ni excédent, c'est-à-dire trop de recettes par rapport aux dépenses, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive quelquefois, et surtout, pas de déficit, c'est-à-dire pas de recettes inférieures aux dépenses. Donc, l'idée c'est, puisqu'actuellement il y a justement des déficits et même des déficits importants, eh bien ce qu'il faut faire, c'est supprimer ces déficits publics, ou du moins les réduire au minimum. C'est ce que demande l'Europe quand il demande que le déficit public ne dépasse pas les 3% du PIB. Et comment réduire, voire supprimer le déficit public? Eh bien, en réduisant les dépenses et non pas en augmentant les recettes. Non, en réduisant les dépenses. Et quelles dépenses? Eh bien, en particulier, les dépenses sociales. Voyons maintenant ce qu'en pensent les keynésiens. Et on se doute bien que ça n'est pas du tout la même chose, que ce sera même l'inverse. Il existe une conception keynésienne de la politique budgétaire. Quelle est cette conception? Eh bien, pour les keynésiens, le budget doit être actif, c'est-à-dire l'État, le gouvernement doit utiliser le budget pour faire une politique économique. Pourquoi rechercher un excédent ou un déficit? Bien parce que l'économie du pays peut se trouver dans deux états très différents. Un état de surchauffe, il y a trop d'offres, trop d'investissements et on va vers une espèce de bulle et le risque c'est la crise. Ou bien au contraire on se trouve dans une politique qui est déjà une politique de crise et il faut essayer de relancer l'économie. Comment et pourquoi faire une politique de relance de type keynésien? Eh bien, le comment est simple, il faut faire intervenir l'État. En effet, pensent les keynésiens, s'il y a crise, eh bien c'est que les marchés n'ont pas pu fonctionner normalement et donc il faut que l'État intervienne pour rétablir l'économie. Comment l'État peut-il intervenir? Eh bien en faisant d'abord des investissements publics, c'est-à-dire par exemple des grands travaux d'infrastructure, et donc créant ainsi des nouveaux emplois pour ceux qui vont faire ces infrastructures. Ensuite,
en augmentant les allocations et en faisant baisser les impôts, les deux concernant les ménages modestes. En effet, les ménages modestes, on sait parfaitement que si on leur donne un surplus de revenus, soit parce qu'on on leur demande moins d'impôts, soit parce qu'on leur donne des allocations, eh bien ces ménages modestes avec un petit revenu supplémentaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le consommer entièrement. C'est ce qu'on appelle la propension à consommer, la propension même marginale à consommer, elle est très forte. On sait qu'ils vont consommer quasiment tout le surplus qu'ils ont. Et c'est ça le but. Dernière possibilité, l'État peut augmenter le SMIC, c'est le seul salaire en dehors de celui des fonctionnaires. C'est le seul salaire que l'État puisse augmenter, il a parfaitement le droit de faire augmenter le SMIC. Et si le SMIC augmente, eh bien en général les salaires qui sont proches du SMIC vont augmenter aussi, il va y avoir une augmentation donc des salaires d'une bonne partie de la population, et toujours de cette population modeste, c'est-à-dire qui a une très forte propension marginale à consommer. Cela, c'est le comment. Maintenant, pourquoi? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, on attend justement qu'ayant plus de revenus, eh bien, ces ménages modestes consomment. Donc, il y aura une augmentation de la consommation. Puisqu'il y aura une augmentation de la consommation, il devrait y avoir une augmentation de la production, du moins espèrent les keynésiens. Cette augmentation de la production, elle va nécessiter de nouvelles créations d'emplois, donc il y aura une baisse du chômage. Donc ceux qui étaient au chômage, se retrouvant salariés, vont voir leurs revenus augmenter et il va y avoir de nouveau une consommation plus forte. Donc comme la consommation augmentera, eh bien il y aura de nouveau une augmentation de la production, une nouvelle baisse du chômage, etc., etc. C'est le cercle vertueux qui est attendu d'une politique de relance de type keynésien. Ces deux doctrines semblent totalement contradictoires. Et pourtant, elles ont été utilisées toutes les deux ces derniers temps. En effet, quand la crise de 2008, la crise financière, a éclaté, les gouvernements, pour essayer d'en diminuer les conséquences néfastes au niveau économique et social, ont généralement fait des politiques de relance. Des politiques de relance relativement modérées, essentiellement sur l'investissement, mais comme les déficits avaient déjà été creusés parce que ces pays avaient essayé d'aider les banques qui étaient tout au bord de la faillite, eh bien cette politique de relance a évidemment creusé encore plus les déficits. Ensuite, dès que les déficits sont apparus vraiment extrêmement importants, il y a eu une prise de conscience assez générale et l'idée ça a été, eh bien il faut maintenant faire baisser ces déficits un maximum, essayer de retrouver un équilibre budgétaire et donc les politiques libérales se sont mises en place dans la plupart des pays. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi exactement ces politiques se sont mises en place et pourquoi elles ont été très rapidement mises en place, ensuite comment et quelles en sont actuellement les conséquences pour les pays les plus touchés, particulièrement ceux de la zone sud de l'Europe, la Grèce, l'Italie à un moindre degré, l'Espagne modérément, le Portugal qui est le plus touché actuellement, après la Grèce, et l'Irlande, qui n'est certes pas au sud, mais qui est très touchée aussi. Voyons comment, dans tous ces pays, les politiques libérales de rééquilibrage de la politique budgétaire se sont mises en place et quelles conséquences ils peuvent avoir.